porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 29. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, jeux vidéo, séries. Et on s'est dit que cette semaine, pour changer, on allait parler de quelque chose qui nous passionne. Parce que en général, on parle que de trucs qu'on n'aime pas d'habitude. Hein. Jamais de trucs qui nous passionnent. Donc on va parler des point and click, ce qu'on appelait autrefois les jeux d'aventure. Parce que mine de rien, on est un peu vieux. Alors je suis Daniel Andreev. Et de l'autre côté du globe se trouve Benjamin François alias Quix. Bonne année Quix. Bonne année Daniel, bonne année les auditeurs. Je suis un peu vieux aussi. Ouais, c'est notre premier enregistrement depuis le nouvel an. Et je suis très content de te retrouver. Toi qui te réveilles très tôt aujourd'hui pour participer à cet After Eight. Dis-moi Benjamin, qu'est-ce qui t'arrive en ce moment ? Allez, vas-y, débrief-nous ce que tu as fait depuis le jour de l'an. Là. Qu'est-ce qui te tient à cœur ? Alors, les auditeurs qui me suivent sur Twitter l'ont peut-être vu, mais j'ai terminé ma bande d'arcade déjà. Mais surtout, et ça c'était une énorme surprise, j'ai découvert qu'il y avait 2 nouvelles séries qui allaient sortir sur NBC, et pas n'importe lesquelles. Il va y avoir une série qui fait office de préquel à Taken, des films chers à notre cœur, bien sûr, puisque de la maison d'exploitation pure. Donc ça va être une série qui va raconter, peut-être pas la jeunesse de Brian Mills, mais en gros, tout ce qu'il a fait avant de devenir un papa qui casse des gueules. C'était un mec qui cassait des gueules avant d'être un papa qui cassait des gueules. Et donc a priori, la série va parler de ça. Elle est évidemment produite par Besson. Elle est pas écrite par Besson, donc je pense qu'on va moins rigoler. Mais quel est ton Taken préféré ? Honnêtement, j'ai détesté dès le premier, si tu veux. Et pourtant, moi j'aime bien le deuxième parce qu'il dit à sa fille quand même de balancer des grenades pour qu'il puisse la repérer pour dans faire la de la géolocalisation à l'oreille. C'était fantastique. Et genre le père qui dit on s'en bat les couilles qu'il y ait des morts, balance des grenades dans la ville. C'est vrai que en plus 2... en Turquie quoi, putain tendu. Le 2 a ce côté nanardeux qu'a pas les 2 autres. Le 2 est vraiment drôle à regarder involontairement. Le 3 est juste chiant. Et le 1, en fait, le 1 est très paradoxal parce que stylistiquement, c'est plutôt bien réalisé, plutôt efficace dans son Il est nerveux, ouais, là. Mais c'est sur le propos où c'est un film qui est absolument dégueulasse, donc bon. Bref, oui, la série Taken. Donc... Est-ce que t'es pas impatient pour... Est-ce que tu as vu la série Transporteur pour te mettre dans... Ah, c'est vrai qu'il y a une série Transporteur. Ouais. Non, j'ai pas vu. Une série M6, je crois. Écoute, je vais essayer de te choper le DVD box et te l'envoyer aux États-Unis. Oh là là, formidable. Mais surtout, une série qui va peut-être un peu plus nous intéresser, c'est une comédie, toujours sur NBC, qui va s'appeler Powerless, et qui se déroule dans l'univers DC. Alors, je sais pas si tu en avais entendu parler de cette série. Un tout petit peu, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de projets liés aux séries. Il va y avoir une série Inhumans, il va y avoir une série New Mutant, enfin, genre, ils font n'importe quoi, en fait, en ce moment, donc vaguement entendu. C'est vrai et puis surtout DC à la télé fait un peu n'importe quoi entre Legends of Tomorrow, Arrow, Flash, enfin ils y vont dans tous les sens. Et y a pas vraiment d'univers cohérent en plus parce que là Powerless, honnêtement, je sais pas du tout si c'est censé se dérouler dans le même univers télé que Arrow, Flash et compagnie. Donc Powerless. Donc qu'est-ce que c'est Powerless ? Bah comme son nom l'indique, ça invite à suivre la vie d'humains ordinaires qui se retrouvent au milieu des bastons entre super-héros et super-vilains. Donc dans le monde d'ici et en particulier les aventures de Emily Locke qui est jouée par Vanessa Hudgens qui est directrice de recherche et développement chez Wayne Security, une filiale de Wayne Entreprises. Et a priori il y aura certainement, puisque c'est une comédie, des gags sur les inventions qui vont sortir de son labo. Et parmi les autres têtes connues, il y a aussi Alan Tudyk qui est le boss de l'immeuble. Et surtout Danny Pudi de Community, c'était Abed dans Community, qui est le meilleur ami d'Emily et qui a priori est un blagueur qui va passer ses journées à inventer des blagues pour rendre son lieu de travail un peu plus cool, parce qu'a priori c'est un lieu de travail un peu chiant. Et sur une échelle de 1 à 3, ton excitation est 1. J'ai très très peur en fait. J'ai vu le trailer, je me suis dit... Rejoins le côté obscur, viens voir Flash mec. Écoute, je vais quand même lui donner sa chance. Hein. Tu sais qu'on va faire un jour une émission sur les séries de super-héros, hein. C'est pas possible qu'on fasse autrement, quoi. Il faudra qu'on en fasse une, ça veut dire qu'il faudra qu'on se les inflige. Moi, ça va être dur. Hein. Honnêtement, seule série j'ai beaucoup de retard sur Arrow, moi. Mais la seule série de super-héros que je regarde de manière plus ou moins régulière, c'est Agents of S.H.I.E.L.D. Et encore, là, j'ai pas du tout commencé à regarder la saison 4, donc...
Donc Je crois ils font me payer pour que je regarde Agents of Shield, et donc je pense ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire mais on va faire honnêtement, on va faire une collecte, et voilà, on va donner tout à une bonne œuvre. non Et mais en fonction de la tu somme que vous t'infliges les mettez. séries d'ici et honnêtement, Agents of Shield depuis la saison 2, c'est vachement mieux. Hein. Oh non, j'ai essayé, mais c'est pas possible. Moi, j'arrive je trouvais la saison 1 catastrophique sur à peu près tous les plans jusqu'à la sortie de Captain America 2, mais ensuite ça s'améliore franchement et Non, mais c'est comme un match du PSG où tu regardes la balle passer pendant des heures et... ah mais la saison c'est 4, pas- il y c'est a pas possible, Ghost quoi. Rider, mec. Oh putain, merde. Et apparemment c'est bien, non Oui, mais je voilà. sais, mais... Ah, écoute, je vais peut-être tenter pour toi la saison 4. pour le bien d'After Eight, plutôt. Ouais. Et quoi de neuf pour toi alors? Eh ben, écoute, je sors de ciné à l'instant même, et je suis allé voir un film qu'on m'a Cosmo hypé. Alors, genre, on m'a dit que ça allait être la claque, ça allait être surtout un hectolitre de larmes que je vais couler parce que c'est super émouvant et tout ça. Donc, on m'a recommandé quelques minutes après minuit, A Monster Calls en version originale. Un film de Juan Antonio Bayona, un mec dont je connais pas vraiment la filmo, mais je sais que c'est un protégé de Guillermo del Toro. Hein. Et alors, je suis resté complètement insensible à ce bidule. C'est un tire-larme et tu sens qu'il essaye de te prendre par la main pour te dire allez, tu vas chialer jusqu'au bout. Et tu sais qu'en plus, je suis assez sensible en plus au tire-larme, quoi. Il y a vraiment des films qui me poussent. Alors que vraiment... moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu dis tire larme, c'est parce que t'as détesté le film. Donc tu vois, j'ai l'impression qu'il y a rien qui te fait pleurer moi quand j'écoute Super Ciné Battle. Ah non, mec, mais moi, Weibo le Zoo, moi, je vois flou à partir de la moitié du film. C'est horrible. Marley et moi, est-ce que tu as pleuré? The Fighter me fait chialer, tu vois, genre vraiment, je suis un mec assez facile à émouvoir parce que Street Fighter te fait chialer. non, ben pour d'autres raisons. Le truc, c'est qu'on a un relationnel très différent à la mort et des choses comme ça. Et là, en l'occurrence, on te la joue. En plus, c'est moi, ça me parle ce qui se passe. Il y a une mère qui est en phase terminale de cancer. Il y a un petit garçon qui a du mal à l'accepter. Il y a Sigourney Weaver, donc la grand-mère qui est encore vivante. Sigourney Weaver est en âge de jouer les grand-mères. Quoi. Sigourney Weaver qui joue une grand-mère, c'est mon enfance qui disparaît là. Putain, c'est moche. C'est vraiment bizarre. Non, mais attends, c'est une super actrice. Ah, bien sûr. Et donc, ouais, insensibilité totale. Je sentais que le film voulait que je chiale et genre jusqu'au bout. Et j'en pouvais. Et à la fin, j'étais presque soulagé que ça s'arrête parce que vraiment, ça ne m'a pas touché. Cette espèce d'imaginaire en carton-pâte qui veut être un peu Spielberg mais qui n'y arrive pas. Vraiment, je trouve que c'est extraordinairement bien filmé. Le mec Bayona, il connaît son affaire. Je trouve que la photo est super. Vraiment, c'est très très beau. C'est vraiment très très appliqué. Mais je trouve ça moche de vouloir y aller autant. Ouais, tu vois, le problème c'est pas d'être ému parce que tu peux être ému. Il y a des gens qui sont émus par les petits mouchoirs et je leur jetterai pas les pierres, tu vois. Genre, c'est pas du tout ma cam, c'est pas du tout mon univers cinéma et je pense même que c'est même insultant, même à rigueur pour le cinéma. Mais ouais, là, il y a vraiment un problème je suis pas du tout rentré dans le film et en plus ce truc m'a été recommandé par des cinéphiles, quoi. Donc, et Est-ce qu'on peut dire que tu es un monstre, Daniel, en fait? Tout simplement. Ben non, pas du tout. Mais alors, justement, le truc, en plus, c'est génial. Le gamin, il est dans un moment difficile de sa vie et il est aidé par un monstre qui vient lui raconter des histoires, des comptines, en fait. Et ce monstre, c'est Liam Neeson. C'est vraiment la voix de Liam Putain, c'est Neeson Brian Mills, quoi. Ouais, genre il arrive et il fait je sais pas qui tu es. I will break you. et je me dis c'est cool, il y a Liam Neeson quand même, genre le mec qui bute des loups à main nue, quoi, quand même dans The Grey, quoi. Et là il commence à lui raconter des comptines qui ont rien à faire avec l'histoire et surtout dans la moralité ne sert pas grand chose. C'est très téléphoné et je pense qu'en fait ça devait être un bon bouquin pour enfants. Qui est maintenant un film qui n'est plus vraiment pour les enfants, mais plus vraiment pour les adultes non plus parce qu'il est trop simpliste. Et voilà. Donc c'est un film pour critique de cinéma. Mais non, je suis pas sûr que ça fasse l'humanité chez Critique de cinéma. Hein, au contraire. Hein. Alors, moi, je vais donner mon opinion. Je n'ai pas vu le film puisque je n'en avais jamais entendu parler, puisque le film a fait un bid stratosphérique aux États-Unis. Il est sorti dans 1500 salles, il a gagné 2 millions de dollars et ils ont arrêté les frais. Mais quand je regarde la critique, elle est assez unanime. Ils ont tous adoré, hein, globalement. Quand je regarde...
Ouais, je pense que vraiment il doit avoir un équilibre là-dedans. De toute manière, faut regarder au milieu en général ce qui se passe. Et en fait, je pense que j'ai l'origine du bid. Alors, à part le fait que ça ne m'ait pas plu et tout ça, c'est Toby McGable. Est-ce que tu connais Toby McGable? C'est le mec qui joue le père, d'ailleurs pas très convaincant dans le film, le père du petit garçon. Et c'est le mec qui jouait à la fois Ben-Hur dans le remake de Ben-Hur et Doctor Doom dans le reboot des 4 Fantastiques. Ce mec-là porte la poisse à tous les films. Attends, Genre- c'est Toby Kebbell, pas McKebbell? Toby Gable, pardon. Ouais. J'ai dit McCable? T'as dit McKebbell. Je l'ai pris pour un Irlandais. Pardon, peuple irlandais. Et donc c'est Toby Gable. Et ce mec-là, dès qu'il est dans un film, c'est un fiasco. Et il est dans Kong, le reboot de King Kong bientôt. Donc il était dans Warcraft aussi, je crois. Donc, c'est... Ouais, mais si tu Warcraft veux, qui a marché ceci dit. Hein. lui c'est pas forcément un mec qui va polluer le succès critique. C'est pas Jay Courtney si tu veux, parce que Jay Courtney quand il est dans un film, tu sais que la critique va détester. C'est vrai. C'est la principale différence. C'est Jay Courtney et le nouveau Sam Worthington. Et Voilà. on sait pas les distinguer. Enfin, Sam Worthington en même temps, il a fait 3 films, hein, donc. Enfin, remarque, non, je saurais en citer 2, pas 3. Ouais, c'est bizarre. Non, 3. Non, 3. Il a fait Man on a Ledge, je crois, c'est lui. Tu l'as vu ce truc-là? Ouais, je crois que j'ai vu ça, ouais. Je l'ai vu dans l'avion, c'était vraiment une histoire chelou. Écoute, donc je recommande pas Ben-Hur le remake non plus. D'accord, bon, bah, très bien. Mais du coup, tu recommandes pas le film Je te ferai Tu parles de quelques minutes après minuit. Ouais. Écoute, moi je suis comme papa dans Super Ciné Battle. Nous on dit pas que va pas voir un film. Moi je dirais jamais ça. Je dis va voir les films et fais-toi ton avis. Toujours. Par contre, je peux te dire un truc, c'est que ça m'a zéro touché et que je suis resté à la porte de ce tire-larme. Quoi. Oui, ça c'est sûr. Tu mens un peu parce que pour Suicide Squad et Batman v Superman, on a quand même vraiment dit n'allez pas le voir. Ouais, mais même Suicide Squad, même va le voir et va chier dessus si ça t'amuse. Mais je dirais jamais d'un film va pas le voir à moins que ça soit Non, vraiment, même si c'est de la propagande nazie, va la voir et tu me diras ce que t'en penses. D'accord, très bien. C'est enregistré maintenant. Attention, c'est gravé dans le marbre. Oh putain, tu connais notre registre. Je connais un peu vos gimmicks, ouais. Je pense qu'on peut passer à notre sujet du jour, les jeux d'aventure, les points et clics. Les points et cliqués. That was wonderful. Bravo! I loved that. Oh, it was great! Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good, It though. could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. It was Get him terrible. away! Hey, boo! Boo! King's Quest, Space Quest, Laser Suit Larry, Day of Tentacle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Maniac Mansion. Bah, ça, Monkey Island quand même. Monkey Island. Tout ça, c'est des jeux d'aventure, c'est des point and click. Et c'est un genre qu'on adore et qu'on pratique depuis très longtemps, toi et moi, Quix. Depuis quand pour toi? Alors mon premier jeu d'aventure, c'est très spécifique, c'était Maniac Mansion, mais sur NES, parce que je n'avais pas de micro-ordinateur à l'époque. Et donc je l'ai découvert des années plus tard dans son portage NES, qui était un tout petit peu un chouïa différent, mais qui était globalement très similaire à l'original. Et toi, ton premier, c'était quoi? Moi, c'était Police Quest 3, que je suis allé chez un ami, il avait un PC à l'époque, tu vois, c'est genre, waouh, le Graal, il avait un disque dur de 120 mégas, tu vois, ça me faisait rêver. Et il avait ça, et il y avait Wing Commander aussi, tu vois, donc genre, waouh, c'était vraiment le choc de ma vie. Ah ouais. Et tu sais, quand à l'époque t'es sur Mega Drive, c'est tout de suite un autre monde, et là, Enfin, il avait déjà, Police s'il avait un Quest. disque dur, c'était déjà un bourgeois, hein, parce que les ordinateurs de l'époque, il y en a plein qui avaient pas de disque dur. Ouais, ça commençait à 60 mégas, le disque dur, mais lui, il avait 120, tu vois, genre, ça déconne plus. Ah, c'est fou. Et Police Quest, c'est genre tout de suite la difficulté de ces jeux d'aventure, puisqu'il faut expliquer ce que c'est on pointe à la souris ce qu'on fait, et on interagit en général avec le décor ou avec les personnages. Et c'est un jeu d'aventure qui est en général assez accessible en fait, puisqu'il n'y a pas besoin d'être un gros gamer, il faut vraiment, c'est beaucoup plus de la logique. Ça se rapproche plus du puzzle game en fait, surtout les premiers Police Quest quoi. Comme le nom l'indique, de toute façon, point and click, c'est très simple. Tu prends ta souris, parce que c'était quand même à la base designé pour la souris, et puis tu pointes sur les éléments du décor, tu cliques et tu regardes si ça fait un truc. Et puis les jeux Lucas avaient un petit élément en plus, c'était cette barre d'action où tu pouvais ouvrir, tirer, pousser, prendre, parler, enfin voilà.
qui te proposait des actions supplémentaires, mais il y avait beaucoup de jeux où c'était juste tu vas sur un élément du décor, tu cliques et tu vois si ton personnage fait quelque chose. Et les jeux Sierra étaient beaucoup comme ça. Les jeux Sierra, c'était 2 boutons. T'appuyais sur droit pour changer ce que tu vas faire et bouton gauche pour actionner. Et Lucas, ouais, il y avait tout un look, pick-up, open, il y avait tout un choix toute une variété de petites phrases clés. Voilà. Mais et surtout pour moi qui ai vécu l'Apple II, c'était un bond en avant puisque sur l'Apple II on avait les jeux textuels, les jeux d'aventure textuels. J'avais par exemple Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux et c'était que des trucs textuels où il fallait dire marche jusqu'à là, tourne à gauche, bois la boisson. Enfin, il fallait vraiment taper toutes tes commandes quoi. C'était des héritiers des vieux jeux Unix. Il y a un jeu qui s'appelle Adventure tout simplement où c'était voilà purement tu tapes tes commandes et t'espères que ça fait un truc ouais. Et c'est vrai que les jeux Lucas d'un côté, donc LucasArts d'un côté, et les jeux Sierra menés par Roberta Williams de l'autre, étaient vraiment un renouveau complet du genre avec cet apport graphique tout simplement, le fait qu'il y avait des vrais graphismes jolis en plus la plupart du temps. Et pour moi c'est vraiment le point essentiel du jeu d'aventure. Et d'ailleurs pourquoi j'aime toujours le genre aujourd'hui, c'est que c'est un contact direct avec l'artistique, c'est-à-dire il n'y a pas d'étape en général à moins d'un traitement graphique, mais il n'y a pas d'étape entre le graphiste et la technique, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de limitation technique. La représentation que tu fais de ton monde, elle n'a limite que ce que en fait le dessinateur. Et c'est pour ça par exemple que un de mes préférés c'était Monkey Island. Monkey Island, t'as l'impression que c'est littéralement peint par des artistes, c'est vraiment j'ai jamais eu la sensation avec un autre jeu de vraiment une proximité entre le dessin et ce que le personnage et ce que toi en tant que joueur tu ressens. C'est vrai que ça fait un peu tableau de peinture au sein desquels le héros évolue et change de taille pour donner un effet de perspective, et c'est vrai que c'est quand même très réussi pour l'époque, et puis ça l'est toujours de nos jours. Même si je sais pas si tu as fait les remakes remasterisation mes couilles en ski des 2 Monkey Island ou pas? Non, je garde Monkey Island, pour moi, il y en a eu que 2, tu vois. Et c'est le 1 et le 2 en version le 3 était originale. pas si mal, c'est à partir du 4 que ça a commencé à... Le 3, il commençait à devenir déjà cartoon moche, et en fait, je trouvais que toute la personnalité de Monkey Island vient aussi de cette patte graphique qu'ont les 2 premiers, quoi. Ils ont vraiment une patte graphique que d'ailleurs, on a perdu de vue, quoi. On en a plus jamais refait des trucs comme ça, quoi. Où on a l'impression que c'est vraiment un dessin scanné. Et à partir du 3, ça a commencé à devenir cartoonesque, parodique, ce qui est pas mal, mais c'était pas du tout l'esprit du jeu original pour moi. Disons que t'as eu les autres jeux LucasArts quand même de l'époque qui avaient ce côté dessin scanné, donc il y avait Indiana Jones, il y avait Sam & Max. Mais c'est vrai, dans les jeux récents, il y a Kentucky Route Zero s'en approche un petit peu, je trouve, de cette approche. Mais c'est vrai, qu'est-ce qui plaisait à l'époque, c'était ce côté très cartoon en un sens, mais sans être un vrai dessin animé comme le 3. Je vois à peu près ce que tu veux dire. Il y a eu chez les King's Quest aussi, donc chez Sierra, qui était l'écurie d'en face, des tentatives similaires. Mon premier King's Quest, c'était King's Quest 7, parce qu'il était fourni avec mon premier PC. Et c'était littéralement un dessin animé, quasiment. C'est celui où il y a le 6, c'est celui où il y a le Minotaure, non? Oui, je crois que c'est le 7, c'est celui où tu diriges une princesse. C'était à l'époque le gros changement de paradigme. C'était presque un peu le truc polygonal, presque à l'arrière. Non, le 7, c'était du dessin animé. T'avais des séquences en dessin animé. Ok, c'est bon, je remets. Et tu dirigeais Rosella de Daventry. Et il faut dire la principale différence entre les jeux Sierra et les jeux LucasArts, et qui faisait que moi j'étais plus Team Lucas, c'est que dans les jeux Sierra, tu pouvais mourir. Et y a rien de plus frustrant dans un point and click que tu cliques au mauvais endroit ou tu donnes la mauvaise réponse à un personnage et boum, tu meurs alors que tu pouvais pas forcément le savoir ou le prévoir. Et il y avait une part de hasard un peu et c'était super chiant. Tu parles de la frustration de mourir, mais la frustration de mourir dans Sierra, c'est pire encore, parce que il y avait des cas... C'est ce que je suis en train de dire, Daniel. Non, mais c'est pire encore. La réalité est pire encore, puisque je me souviens d'énigmes précises dans King Quest, où il fallait faire un truc en particulier, pas forcément toucher un truc et ça te faisait mourir. Il fallait faire un truc en particulier qui a l'air complètement anodin, mais si tu le faisais pas, tu mourrais genre 8 chapitres plus loin. Genre, justement, tu parles du Minotaure, il y a un moment, il faut toucher la tête du Minotaure et récupérer un petit truc. Donc et si King tu Quest le fais 6, pas, ça. King Quest 6, et après,
tu meurs, si tu le fais pas, tu meurs 3 chapitres plus loin. Police Quest, je te prends mon premier par hasard. À un moment, ta femme est à l'hosto, elle est traumatisée à l'hosto et sous surveillance respiratoire et tout ça. Et toi, il faut que tu passes tous les jours la voir. Mais si tu veux que il y ait une happy end, c'est-à-dire qu'elle reste vivante à la fin, il faut que tu viennes un jour tous les jours donc, et qu'un jour précis tu mets une fleur dans le petit pot situé à côté de son lit. Il faut qu'un autre jour tu lises un bouquin, et si tu fais pas toutes ces petites actions très très précises que aucun indice te dit de faire, eh ben ta femme elle reste dans le coma. Mais du coup, tu peux pas gagner le jeu si ta femme reste dans le coma, c'est ça? T'auras une bad end, genre tu vas arriver à l'hôpital et on va te dire vous avez arrêté le méchant, mais vous avez pas mais par contre elle est désolée, c'est un légume maintenant. D'accord, il y a des fins multiples. Ah ouais, non mais voilà, et c'est pour ça que moi j'étais plus Et ça, Team Lucas parce que Sierra était très vicieux de ce côté-là, où genre il fallait récupérer un mégot dans le chapitre 1 et l'utiliser. Voilà, par exemple dans Space Quest, c'était débile. Dans Space Quest, il fallait récupérer un mégot dans le chapitre 1, et à la toute fin, il fallait utiliser le mégot pour qu'il fasse apparaître les lignes laser de protection au tout dernier chapitre. Quoi, c'est vraiment une bourde. Donc c'est pour ça que, comme je le disais, j'étais plus Team Lucas parce que dans les jeux LucasArts, tu pouvais pas mourir, tu pouvais rester bloqué pendant perpète parce que tu trouvais pas la solution d'une énigme, mais tu pouvais pas mourir. Et ça devenait même un gag dans les Monkey Island, genre il y a un moment où t'es accroché et genre tant que tu fais pas la bonne action, tu remontes pas, mais par contre si tu restes en bas, tu restes toute ta vie accroché à dire des conneries, quoi. Et Monkey Island, c'est d'ailleurs l'exception qui confirme la règle. Tu peux mourir d'une certaine manière par noyade, mais il faut vraiment le vouloir, quoi. Oui, il te dit, tu veux vraiment, voilà. tu veux vraiment. Tu peux pas accidentellement le faire. Tu fais 60 clics comme ça. Et donc ouais, du coup, c'était le genre. Il faut comprendre que c'était le genre roi. Même en France, il y avait des jeux français. Il y avait Opération Stealth, qui est le jeu qui m'a donné envie d'acheter un Atari ST, ce que j'ai pas fait, mais. Et il y avait tu l'as joué à Opération Stealth, tu sais, c'est les jeux Paul Cuisset, qui est l'héritier des Voyageurs du Temps. Ah, mais moi j'ai joué à Croisière pour un cadavre et le manoir de Mortevielle, par contre. À Croisière pour un cadavre, extraordinaire. Là encore chez un voisin qui était fortuné, qui avait un PC. Ah bah ouais, heureusement qu'on a tous ces copains qui avaient des thunes pour s'acheter des NES et des PC. Moi j'avais une NES, mais j'avais un cousin qui avait un ST aussi, donc je me demande si c'est pas lui sur son ST où j'avais joué, mais oui, c'était le genre roi sur micro-ordinateur à l'époque, où le genre roi sur console c'était la plateforme. T'avais vraiment cette différenciation très nette des genres, et c'est pour ça que Maniac Mansion finalement sur NES était ça a été un cas quasiment isolé, parce que des point and click à l'époque sur console, il y en avait extrêmement peu. Ouais, c'est venu que beaucoup plus tard avec l'arrivée du CD-ROM en fait. Ouais, voilà. Et on pouvait mettre des voix digites et des choses comme ça. Ouais, avec Broken Sword sur PlayStation, là, les Chevaliers de Baphomet, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'avant ça n'était pas si courant sur console. Et il faut dire un truc, c'est que les consoles, généralement les consoles leaders à l'époque étaient japonaises, et au Japon, le PC, l'industrie du PC pendant très très longtemps, c'était que du porno. Et les jeux IS, tu vois, les jeux Falcom. Donc il y avait soit ça, soit c'était du porno, donc il y avait pas d'autres offres. Et comme il y a pas d'offres, les développeurs s'intéressaient pas à ce genre, et donc du coup fatalement il a fallu attendre vraiment longtemps la PlayStation et l'arrivée des occidentaux en masse pour changer ça, quoi. Mais t'avais aussi quelques portages de jeux d'arcade, parce que les Japonais avaient le Sharp X68000 qui était exactement la même archi que les bornes de l'époque, donc ils ont eu quelques portages. Mais c'est vrai que le marché PC n'était pas, c'était assez différent, c'était très différent au Japon, on va pas se le cacher. Ça a changé depuis, mais est-ce que tu as des grands souvenirs justement sur des jeux plus français, parce que c'est quand même un domaine dans lequel les Français s'illustraient. Je me rappelle des jeux comme la Mer Zone ou des choses comme ça. À l'époque, les Français avaient une certaine répute. Ah bah moi je te dis, Opération Stealth pour moi c'était un system seller à l'époque, quoi. C'était Opération Stealth et une parodie de James Bond. En forme de point and click, c'était hilarant. C'est un jeu vraiment
bidonnant. Et en plus, il faut que je te le remette dans le contexte de l'époque. Moi, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais tout gamin. Et les jeux, on les achetait encore en regardant la jaquette derrière, tu vois, en regardant les photos et tu vois les graphismes derrière. Et j'ai eu des bonnes surprises grâce à ça. J'ai eu aussi des très mauvaises surprises. Mais Opération Stealth, je regardais la boîte derrière et ça me donnait trop envie parce que tu voyais le mec qui ouvre sa mallette d'espion. Et puis il y avait toute la machine pour pour imprimer le faux passeport. Enfin, tu vois, c'était très détaillé, c'était très cinématique. C'est des trucs qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et ouais, Croisière pour un cadavre, là, c'était carrément, il y avait des polygones et tout ça. Enfin, on était passé à une autre dimension dans le jeu d'aventure. Et ce dont on se rend pas compte, c'est que tous les éditeurs, tu disais les jeux de plateforme, tous les éditeurs faisaient leurs jeux de plateforme. Au Japon, tous les éditeurs faisaient aussi leur RPG. Aux États-Unis et en Europe, tous les éditeurs étaient intéressés par faire le point and click parce que c'était rentable. Je me souviens de Microprose qui avait fait sortie, je te jure que c'est vrai, c'est un jeu qui s'appelait Rex Nebular and the Cosmic Gender Bender. Et c'est à la fois fait de manière réaliste, mais en même temps complètement parodique, puisque c'est l'histoire d'un mec qui arrive sur une planète où il y a que des femmes et ils veulent l'utiliser comme étalon reproducteur. Et Microprose, en plus, pour les auditeurs les plus jeunes, c'était quand même un éditeur spécialisé, surtout dans les simulateurs de vol à l'époque. Microprose, c'était les simulateurs de vol et civilisation. Ouais. Ouais, c'était pas du tout leur registre, mais du coup, tout le monde voulait faire des jeux d'aventure. Et en fait, ce qui s'est passé, et ça, c'est assez bizarre et c'est assez rare à ce niveau-là de popularité, puisque vraiment, c'était le genre de jeu que tout le monde voulait jouer. Tout le monde avait sa Solus. À l'époque, les journaux se vendaient parce qu'il y avait les Solus complètes des jeux. Il fallait, et quand je dis complète, c'est-à-dire, il faut pour les jeux Sierra, il fallait expliquer seconde par seconde le jeu ce qu'il faut faire, sinon c'était game over. Bah oui, quand t'as pas internet, la seule solution c'était soit ça, soit discuter avec les copains dans la cour de récré qui avaient le même jeu et qui avaient réussi à passer un endroit où t'étais bloqué, donc ou le Minitel aussi à l'époque. Ah là là, le Minitel. Mais ouais, mais il s'est passé un truc, c'est que tout d'un coup le genre est devenu un peu ringard et il a complètement disparu. Il a disparu du radar. Vraiment, je pense que, moi, pour ma part, je le date à peu près au moment où il y avait le projet de faire Warcraft Aventure. Alors, oui, il y a eu le premier Warcraft, donc le jeu de stratégie. Ouais. Et ensuite, Blizzard s'est dit, ouais, on va développer notre licence, on va faire Warcraft Adventures. Et ça donnait super envie. C'était un genre vraiment dessin animé. Ça faisait vraiment penser à du Lucas. Mais tu sais qu'il a leaké, récemment. Ouais, si ouais, tu veux le c'est faire, ça tu peux le faire maintenant. Alors, je pense faut pas aller fouiller internet pour le trouver, mais ouais. Dans ZQSD ils en ont parlé. Alors je ne sais plus quel numéro, mais je vous invite à réécouter l'épisode de ZQSD où ils en parlent. Mais voilà, bon, a priori. Je me demande quel est l'intérêt du jeu en fait. Ben, si je me souviens bien ce qu'ils ont dit, de nos jours il y a plus grand intérêt à le faire. Pour l'époque ça aurait pu être bien, mais maintenant ça a mal vieilli et ça vaut plus forcément trop le coup. Ce qui est aussi, tu montres la puissance de frappe de Blizzard, c'est-à-dire ils développent entièrement les jeux, ils se disent non, finalement, on va pas le sortir. Ah ouais, il était quasiment terminé. Et a priori, c'est la même chose avec StarCraft Ghost, par exemple. C'était quasiment fini et ils ont finalement décidé de le zapper. Donc Warcraft Adventures est un point and click qui raconte, si je me souviens bien, si je me trompe pas, l'enfance de Thrall. Thrall qui devient par la suite un chef de guerre orc. Il me semble que c'est l'histoire du film Warcraft aussi, mais je l'ai pas vu, donc je saurais pas dire. Ah, écoute, je crois que le film Warcraft est un traumatisme pour moi. Ça commence par. Je sais pas si le film Warcraft est considéré. C'est un orque qui accouche, si tu veux. J'ai fait qu'est-ce qui se passe dans ce putain de film. Je sais pas si le film Warcraft est considéré canon dans la mythologie Warcraft. Je suis pas persuadé. Alors que Warcraft Adventure était censé l'être. Me demande pas, Warcraft c'est un autre monde pour moi. Ouais. Mais oui, c'est vrai que le genre a plus ou moins disparu des radars. Alors, il y avait toujours des jeux qui sortaient, des Broken Sword, il y en a eu, je sais pas combien d'épisodes. Et puis les Chevaliers de Baphomet aussi, tu vois, c'était déjà, ouais. C'est Broken Sword, c'est les Chevaliers de Baphomet. Ah merde, pardon, tu couperas. Il y a eu les Gabriel Knight aussi, par exemple, à cette époque-là. Mais Gabriel Knight, déjà, il y avait la tentative de faire de la vidéo, c'était déjà le CD-ROM, ils se sont dit, ouais, on va faire autre chose. Et il y avait cet acteur un peu cracra, avec des cheveux longs, que tu incarnais j'étais pas du tout convaincu par Gabriel Knight, quoi. Enfin, du moins le Fantasmagoria, c'était Gabriel Knight 2, je crois.
Ah non, Phantasmagoria, c'est complètement une autre série. Ah merde, je dis n'importe quoi. Tu Merde, confonds. bon, bah, on Non, change tout. Phantasmagoria, Vas-y. c'était encore Sierra et c'était encore Roberta Williams, mais Phantasmagoria, oui, c'était purement des jeux dans ce qu'ils appelaient à l'époque du full motion vidéo. Voilà. C'était dans la lignée de Night Trap et de ces horreurs-là, sauf que c'était plus un jeu, c'était vraiment un jeu d'aventure pour le coup en point Tu sais and que je suis un click. peu nostalgique de ça, hein, de cette ère-là quand même. La full motion vidéo, Bah, Ça- c'est-à-dire, on en a jamais fait des bons jeux jusque récemment, en fait. C'est ça qui est ça te intéressant. manque les CD de clips interactifs des New Kids on the Block sur Mega CD? Mais Night Trap, j'ai une grosse nostalgie pour Night Trap. Mais c'est mec. parce qu'il y avait Dana Plateau, c'est pour ça que t'as de la nostalgie pour Night Trap. Et puis Mais qu'il y a des ouais, ninjas ouais. débiles. Des ninjas vampires. Mais donc Phantasmagoria, non, et il y a eu 2 épisodes de Phantasmagoria qui étaient des jeux d'aventure en full motion vidéo. Et Avec pourquoi, un côté pourquoi j'ai fait le horrifique. rapprochement, c'est que c'est un jeu de Roberta Williams, déjà. Ouais, c'est du Roberta Williams. Mm. Oui, il y avait un côté un peu horrifique, et puis il y avait un peu de kékette dans les Phantasmagoria, donc c'était des jeux pour adultes, c'était étiqueté comme tel. La fille était jolie, mais je vois pas, il y avait des... Dans Phantasmagoria 2, surtout, Mm. parce qu'il y avait si je me souviens bien, il y avait une nana qui était branchée SM dans Phantasmagoria 2. Et puisque t'as parlé du CD-ROM tout à l'heure, il y avait un jeu qui était le jeu qu'on utilisait pour vendre des CD-ROM à l'époque. Est-ce que tu te rappelles de Seventh Guest? Ah, Seven Guest, bien sûr. Ouais. Et Seven Seventh Guest, Seven Guest, je sais plus, oui, bien sûr. Et la suite qui s'appelait 11th Hour. 11th Hour, la suite. Et Seventh Guest, Ouais. c'était un jeu qui était utilisé pour vendre du CD-ROM, mais c'était un point and click. C'était un point and click avec des énigmes qui étaient quasiment aussi tordues que des énigmes de Myst. C'était Myst, hein, plutôt, ouais. Mais Seventh Guest, moi je me rappelle, enfin dans les magasins, ils te montraient ça pour te vendre du CD-ROM parce que il y avait de la full motion vidéo. C'était le system seller. Tu faisais, ouah, il y a de l'image de synthèse. voilà, Et il faut se remettre dans le contexte. On est en 93. Et on sort de nos jeux d'aventure qui sont dessinés main. Et là, tout d'un coup, on a un vrai jeu CD, Et on te avec montre le des CDI images- de Philips. Et oui. des images numériques. Et ouais, avec de la vidéo intégrée dans le jeu, et ça rendait pas mal. À l'époque, ça rendait quand même super bien, avec des musiques CD pour les jeunes qui n'avaient pas eu la chance de connaître le CD-ROM de NEC. La musique CD, c'était une révolution. Ça t'envoyait quand même des trucs dans les oreilles qui étaient bien différents des bip bip des synthétiseurs MIDI des consoles de l'époque. Donc ouais, Seventh Guest, tu vois, c'était un jeu d'aventure qui était utilisé pour vendre Mais ce qui s'appelait à tu sais l'époque que le multimédia. non seulement ça, mais j'ai acheté mon premier lecteur CD-ROM grâce à Seven Guest, avec Seven Guest, il était... Ah bah voilà. Et la musique de Seven Guest, moi je me l'écoutais, je mettais le CD-ROM dans ma chaîne hi-fi, je zappais la piste 1 qui était la piste de data qui faisait un bruit épouvantable, et ensuite j'écoutais les pistes de musique de Seven Guest. Alors pour nos amis nostalgiques, soit on achetait son CD-ROM avec Seven Guest à l'époque, soit avec Mega Race. Oh, putain, Mega Race. Mega Race c'est un autre sujet. Mega Race c'était vraiment pas bien pour le coup. Mega Race, genre les mecs, nous on avait F0 et on avait Mega Race, on a rigolé. Ah mais On tu a fait- m'étonnes. Putain, quel horrible jeu, dont un jeu où ils ont fait la vidéo en fait de promo, la vidéo d'intro, ils l'ont fait à part quoi. Mais- Ils l'ont fait avant le jeu. Et il y avait, en gros, c'était un jeu qui utilisait de la full motion vidéo, même pour les courses. Enfin, ça, c'était, oh là là, mon dieu, que ce jeu. Mais Ah, bref, putain. on divague. On divague. Bon, revenons au point and click. Revenons-en au sujet, voilà, parce que faut Revenons-en quand même au parler point des and point and click. click modernes. Oui, ceux d'aujourd'hui et le nom qui vient le plus facilement en tête, c'est Telltale en fait. Évidemment. Et alors, Telltale, surtout, ils sont fait connaître surtout parce que, bah, déjà, il y a des anciens de LucasArts dans la team. Que Telltale, ils ont commencé par récupérer les anciennes licences LucasArts, donc ils ont fait Sam & Max. Et Sam & Max a eu son succès d'estime, la version Telltale. Et puis derrière, ils sont lancés dans une espèce d'exploitation de licence quand ils ont fait Back to the Future et le regretté Jurassic Park. Et je dis bien le regretter parce que je regrette d'avoir perdu mon temps à y jouer. C'était catastrophique. Jurassic Park, c'était à peu près tous les défauts d'un jeu David Cage. Et je vais même pas dire sans les qualités parce que je trouve pas vraiment beaucoup de qualité au jeu David Cage. moi j'aime bien Jurassic moi je défends les jeux David Cage. Je Oh pense là pas là. que non mais il y a toujours quelque chose d'intéressant en fait. Il y a quelque chose d'intéressant si tu me demandes de te raconter un jeu David Cage, ça aura l'air beaucoup plus intéressant que ce que j'ai vécu en tant que joueur hein. Mais David Cage, Mais- tu vois, c'est presque un héritier des point and click pour moi. Hein. Ah, clairement, tout ce qui est film interactif, on le voit dans, par exemple, j'ai vu jouer au dernier Telltale. J'étais en train de me dire, bon, bah c'est l'héritier du film interactif. Enfin, ça se veut point and click, mais en fait, j'appuie juste pour faire avancer le film, quoi. Ouais, voilà. Et je pense, en l'occurrence, à Batman que je viens de terminer et qui
qui est nul à yesh. Alors vraiment, Mais, pour... Je propose qu'on finisse avec Batman et qu'on fasse une petite D'accord. rétro de Telltale, parce que voilà, ils ont eu D'abord, leur on a moment de commencé avec gloire. Walking Dead, qui était Voilà. vraiment leur moment de gloire. C'était leur moment de gloire parce qu'ils sortaient de Back to the Future qui était ouais bon, moi perso j'ai abandonné au chapitre 2, je m'y remettrai peut-être un jour, mais voilà. Jurassic Park donc qui était vraiment une catastrophe sur tous les niveaux, et là ils sortent Walking Dead. Et Walking Dead, et là ils ont trouvé la formule qui fonctionne. En fait ils se sont calmés sur les QTE parce que Jurassic Park c'est QTE Land, il y en a Alors toujours dans QTE, Walking Dead, pour mais il y en les a gens, moins. pour les gens qui nous ont écoutés jusque-là et qui ne savent pas ce que c'est qu'un QTE, c'est une instruction qui arrive à l'écran de type appuie sur le bouton croix, et tu appuies sur le bouton croix pour faire avancer le film. Voilà, c'est à Voilà, peu près ça. et dans Jurassic Park, si tu veux, c'est le festival de appuie sur tel bouton, et si t'appuies pas, soit t'es game over, soit tu te manges une sale note à la fin, enfin voilà, et c'est archi relou, et il y en a trop. Et le pire, c'est que ça me maintient pas éveillé en plus. Ah non, c'est chiant, enfin ça n'a aucun intérêt, et puis la narration dans Jurassic Park était particulièrement pourrie. Dans Walking Dead, ils ont trouvé le bon équilibre. Alors, sur les premiers chapitres, ils essayaient encore de mettre des petits puzzles type point and click, genre prends tel objet à tel endroit pour ensuite faire tel truc. Ils ont finalement complètement abandonné ça, ils se sont rendus compte que voilà, c'est un machin qui fonctionnait plus dans leur formule. Et ils s'en sont séparés. Mais Walking Dead fonctionne parce que Walking Dead te donne l'illusion du choix. Et Walking Dead fonctionne surtout sur ces dialogues où on te dit, voilà, on te donne la possibilité de donner différentes réponses. Et là, t'as cette inscription à l'écran qui te dit, tel personnage se souviendra de ça. Et ça joue. S'il l'affichait pas, ça marcherait moins. Je pense aussi, ouais. C'est vraiment un truc qui joue parce que si tu sais pas lequel de tes trucs a pu avoir une influence, tu t'en rends pas forcément compte. Et il y en a, c'est vraiment de la blague, quoi. Il y a des moments où on te dit tel personnage se souviendra de ça, et puis le personnage il meurt 3 minutes après, et tu dis bah ouais, ça servit à rien, bah ouais. En fait c'est une espèce de poudre aux yeux, mais qui fonctionne très très bien la première fois. Et c'est ce qui a bluffé tout le monde avec le premier Walking Dead, je pense. Bah exactement en fait. Et surtout en fait, il y a dans Walking Dead, on l'oublie, c'est que les personnages principaux en fait sont des personnages originaux. C'est pas des personnages de la BD, donc du coup ils avaient un peu de liberté. À part quelques personnages secondaires, parce que le jeu s'inscrit dans le canon de la BD. Alors non, en fait, il se contredit énormément. En fait, et c'est le problème aussi de tous ces jeux qui essaient de s'inscrire dans une espèce de continuité et de ces choix multiples, c'est qu'au bout d'un moment, ils finissent tous par dire le tout et son contraire, et on va le voir avec Batman. Mais Walking Dead, les deux personnages principaux, comme ils sont nouveaux, ils ont un peu de champ libre pour les écrire. Et dès qu'ils sont dans la licence, et on le verra ensuite avec Game of Thrones aussi, ils ont récupéré la licence Game of Thrones, c'est que ils arrivent pas, quoi. En fait, il faudrait mieux écrire les jeux, et c'est vraiment ça, ils ont un gros problème d'écriture, les jeux tels. Ben, en fait, sur l'écriture, Walking Dead se distinguait parce qu'il était vraiment très bon. Je sais que derrière, alors dans la foulée, le deuxième qui est sorti, c'était The Wolf Among Us, qui était basé sur la série Fable. Moi, The Wolf Among Us, j'étais super enthousiaste au début, et en fait, à la fin, c'est retombé comme un soufflé parce que c'est exactement la même fin que Walking Dead. Si t'as déjà fait Walking Dead, enfin la saison 1 de Walking Dead, mais la fin de Wolf Among Us, c'est exactement la même chose. Donc comment s'extasier alors que j'ai déjà joué le truc, j'étais vraiment vraiment déçu. Et de la même manière, j'ai été assez déçu de la saison 2 de Walking Dead, surtout les premiers chapitres, parce que tu sortais d'un épisode spécial qui s'appelait... c'était 300 Days, où on te présentait des personnages, et tu dis, ok, et ces personnages-là vont apparaître dans la saison 2, et en fait, ils ont des rôles mais archi secondaires dans la saison 2, au point où tu les oublies, ou limite, ils servent à rien. Et puis la saison 2 de Walking Dead décolle, arrivé au chapitre 3, et c'est vrai que c'est dommage parce que ces deux premiers chapitres desservent complètement le projet, et surtout que la fin est vraiment très intéressante. Et le problème, c'est que quand je vois comment ils ont complètement zappé tous les choix que t'avais pu faire dans 300 Days, j'ai pas encore commencé la saison 3 de Walking Dead, mais je me dis, est-ce que les choix que j'ai fait en fin de saison 2 vont vraiment avoir une influence, tu vois? Et c'est un peu inquiétant. Est-ce qu'on peut défoncer Batman maintenant? C'était nul. Écoute, C'était nul. Attends. Je vais zapper vite fait Game of Thrones. Est-ce que t'as fait Game of Thrones ou pas? Non, j'ai pas osé. Moi non plus, je l'ai pas fait parce que tout le monde en disait du mal. Mais par contre, j'ai fait Tales from the Borderlands qui pour le coup m'a beaucoup plu. Était vraiment très intéressant, bourré d'humour, bien écrit. J'avais vraiment l'impression de revenir à la formule du premier Walking Dead, le côté grave en moins, parce que c'est moins sérieux, parce que c'est Borderlands, donc tu rigoles. C'était vraiment une bonne surprise alors que j'en attendais vraiment rien du tout. Et donc Tales from the Borderlands, même pour les gens qui n'ont joué à aucun Borderlands, ça peut fonctionner. Mais évidemment, si vous avez joué à un Borderlands dans votre vie, vous allez vraiment vraiment aimer.
Allez, tu peux défoncer Batman maintenant. Ah, écoute, je suis en train d'écrire l'article pour Gamecult, là. Alors il devrait déjà terminer l'article. Je trouve ça nul! C'était pas bien, vraiment pas C'est bien. mal écrit, c'est con, c'est moche. C'est même plus que moche, c'est à la limite du non-professionnalisme, puisque, genre, littéralement, la traduction, ils ont traduit 80% des dialogues, en fait. Ils se sont dit, on va pas traduire tout. Qu'est-ce qui se passe? Genre, tant que tu fais une traduc, tu l'as fait, ou alors tu le fais Ah, pas? tu l'as fait en français? Non, j'ai juste checké, hein. Moi, sinon, je joue en VO. Mais non, c'est nul. Et c'est ça le problème, c'est que un jeu vidéo est censé t'ouvrir vers des horizons de narration que ne peut pas le faire une BD. Et moi, j'ai juste perdu mon temps. J'ai calculé le temps que j'aurais pu me relire des BD, là. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps avec une offre complètement nulle, avec, dire qu'il y a des gens qui trouvent que les dernières adaptations en film sont nazes, mais là, on est dans le zéro dans la proposition, c'est le néant absolu de la proposition et de jeu, et d'univers, et tout, quoi. Ah, je détestais ce Batman de Telltale. J'ai détesté. Je vais te dire un secret, le Batman de Telltale, je l'ai fait avec la manette dans une main et avec mon téléphone dans l'autre pour jouer à Dragon Quest. Parce que je m'emmerdais tellement que je jouais un deuxième jeu en même temps. Ah bah, C'était écoute, là, tellement pas je peux bien. comprendre. Ouais, C'était non. pas bien, et avec ces QTE nuls, et techniquement c'est tellement la ramasse. Attends, on va expliquer un peu. En fait, voilà. Alors le Batman de Telltale, tu peux le décomposer en 3 phases différentes. T'as toutes les phases où tu te balades avec Bruce Wayne et où t'as des dialogues. T'as toutes les phases en Batman où tu te bats qui sont juste des QTE et c'est nul. Et tu sais même pas en plus si tu loupes un QTE, est-ce que ça a vraiment une importance? J'en suis même pas persuadé. Si, parce que j'ai essayé d'en rater pour le test, et ben c'est marqué Game Over et tu recommences. D'accord, donc c'est nul. Ouais. Et tu et ce qui est génial, c'est si tu regardes sur YouTube, il y a un mec qui a fait une compile de toutes les vidéos regarde où Batman se fait abattre. Genre comme Shogun 2, quoi. Et la troisième phase, c'est les phases d'enquête. Et pour les phases d'enquête, moi j'avais bon espoir. Je me disais, allez, les phases d'enquête pour un point and click, ouais, ça peut être réussi. Et en fait, c'est nul à Yesh. Ça consiste juste à, il y a des objets en surbrillance. Donc t'as même pas besoin de les chercher, ils sont là. Il y a une cible sur les objets. Ouais. Et, tu cliques sur un objet, ça dit cet objet est peut-être important. Et tu trouves un deuxième objet qui est pas loin. Et là tu peux relier les deux objets. Et si t'as bon, eh ben Batman il fait ces deux objets ont un lien. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et il te reproduit la scène comme ça de tête. Et si t'as pas le bon objet, bah c'est pas grave, tu vas l'attacher à un autre objet et puis t'as trouvé quoi. Au pire, dans le plus dur des enquêtes, t'auras 6 objets dans la pièce, donc t'as assez peu de possibilités. Enfin bref, ils ont réussi à faire des scènes d'enquête moins bien que dans les jeux de Rocksteady, alors que les jeux de Rocksteady c'est quand même normalement des purs jeux d'action, sauf que les scènes d'enquête sont plus intéressantes que là où c'est un point and click quoi. Dans les Rocksteady, ouais. Et c'est dramatique quand même, je veux dire. Ils m'ont gâché Batman pendant 7 heures. Ouais, c'est vraiment pas glorieux. C'est à peu près ça, 7 heures qu'il faut, quoi. Et puis voilà, il y a un moment où on te montre un personnage, c'est juste histoire de l'avoir à l'affiche quoi. Il sert à rien, il est omniscient, tu sais même pas comment il fait pour avoir les infos qu'il a, et il te sert à t'amener d'un point à un point B. Et du coup on t'a révélé un personnage super important de l'univers Batman, mais juste pour le plaisir de te le révéler parce que il ne sert à rien. C'est le problème des jeux à choix multiples et pour qui te font croire que t'as l'illusion du changement, c'est que au fur et à mesure, il y a des trous scénaristiques et il faut les combler et du coup t'as des personnages parachutés. On l'a beaucoup vu dans les trucs illogiques des derniers jeux de David Cage quoi. À un moment, si tu fais trop de choix, à un moment il faut que le jeu il retombe sur ses pattes pour ensuite t'offrir une fin quoi. Ouais, donc c'était vraiment une grosse déception. Et écoute, à en ce moment, l'inverse, je suis en train de jouer à Life is Strange. Ouais. Je viens de finir le 2e chapitre et je suis très... Et alors, quand tu vois le niveau de finition de Batman, mais Life is Strange, à côté, c'est The Last of Us, quoi. Moi, Life is Strange, c'était mon coup de cœur de l'année dernière, donc je ne peux que t'encourager, enfin l'année dernière de 2015, je ne peux que t'encourager à y jouer parce que c'est vraiment, vraiment super. Et puis, alors on va voir si tu vas le traiter de tire-larme et si tu vas commencer à plus l'aimer à un moment, parce que moi j'ai pleuré, voilà, je peux l'avouer. Attends, ça dépend de mes choix aussi, normalement. Tu verras. Mais tu sais quoi, je vois ça de manière assez favorable parce que quand même là sur 2 chapitres,
je vois clairement où ils veulent, où ils tirent leur inspiration sur le truc, sur les films indés. Ah mais bien sûr, mais il y a indés aussi beaucoup, Sundance il y a beaucoup de et- Twin Peaks, il y a beaucoup d'X-Files, il y a beaucoup de références à des films indés, il y a du 13, il y a des trucs comme ça. Ouais, et du coup, et je trouve que ça fonctionne assez bien parce que le personnage principal que tu incarnes, donc une jeune Max. adolescente, Ouais. Max, elle est à la fois sympa mais un peu antipathique. Elle est antipathique un peu comme l'héroïne de Juno, quoi. Tu vois, tu la prends pas complètement en pitié de ce qui lui arrive et tout, et je trouve que l'écriture de ce personnage-là et surtout des autres persos est intéressante. Il y a un personnage de punk qui est intéressante, la personnage de la bully, il est génial. En fait, j'aurais préféré presque un spin-off autour de la bully, quoi. En fait, j'aurais préféré la jouer pendant tout un chapitre et voir ce que ça fait un point and click où on joue une bully, quoi. C'est pas intéressant. Et ouais, donc je vais continuer Life in Stretch. Je suis pour l'instant très satisfait de l'expérience. Je sais pas, et évidemment tous ces jeux reposent sur leur fin, donc faudra que je vois comment est-ce que ça retombe sur ses pieds ou est-ce que ça va faire du Batman. Honnêtement, je pense que ça va être quand même mieux que Batman. Et tu sais quoi, j'aimerais juste faire, avant qu'on wrap it up, je vais faire juste un petit coup de cœur. Dans ces dernières années, sur console qui est pas vraiment des machines pour faire des point and click, quoique, est-ce que tu as essayé Zack et Wiki? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Zack et Wiki? Alors je connais Zack et Wiki de répute, mais je n'y ai jamais joué, mais j'en entends beaucoup de bien, donc un jour peut-être que je le ferai. Zack et Wiki est un jeu sur Wii, et donc ils ont fait un point and click sur Wii, sur un marché qui était déjà petit, tu vois, et c'est vraiment adorable. Et si le Japon te faisait un vrai point and click, et je pense qu'on a loupé le coche avec la DS et la 3DS, en fait, qui auraient été des très bonnes machines pour faire des point and click. Bah, sur DS, il y a eu les Another Code et Hotel Dusk, qui étaient Ouais. un petit peu des point and click, mais genre réactualisés. Et qui sont assez intéressants, hein. Moi, je vois les Phoenix Wright aussi comme une espèce de déclinaison du genre. C'est qu'au Japon, en fait, il y a ce qu'on appelle vraiment le Digico, le Digital Comics. Et en fait, c'est plus proche d'un jeu d'aventure parce que, en fait, c'est des gros choix, mais par contre, on n'a pas forcément l'illusion du choix. Dans Phoenix Wright, il y a vraiment une mécanique de jeu qu'il faut accomplir. Et d'ailleurs, à ce sujet, un des plus grands Digital Comics de Suda Goichi, qui s'appelle Silver Bullet, est ressorti sur PC et Mac l'année dernière, en fin d'année, en version HD. C'est le jeu qui a lancé Suda Goichi, le concepteur. Et il sort sur PS4 normalement au début de l'année, donc très bientôt. D'accord. Et si tu veux faire un bon jeu d'aventure, Silver Bullet, genre tu comprends complètement l'univers de Suda Goichi dès son premier jeu, en fait. C'est assez intéressant. D'accord. Moi, je voudrais parler rapidement de la scène indé, puisque c'est surtout sur la scène indé, en fait, si on sort des canons du genre de Telltale, qu'on va trouver les jeux d'aventure récents. Il y a eu, il y a quelques années déjà, Machinarium, qui avait ce parti pris très intéressant où il y avait aucun dialogue, puisque tu diriges un petit robot et c'est des robots qui parlent pas. Et tout se fait avec des images, et donc c'est vraiment un petit univers très sympathique. Il y a eu Kentucky Route Zero dont on a parlé un peu plus tôt. Et puis dernièrement, il y a un jeu qui a été développé par des Français qui s'appelle Event Zero. Est-ce que tu en as entendu parler ? Non, mais vas-y, mets-moi l'eau à la bouche. Event Zero, justement, c'est un espèce de retour au premier jeu d'aventure dans lequel tu tapais tes commandes, puisque là, tu te retrouves dans un espèce de vaisseau spatial et tu communiques avec une IA qui s'appelle Kaizen. Et tu dois donner des ordres, entre guillemets, à cette IA. Par exemple, si t'es bloqué par une porte, bah, tu demandes à Kaizen d'ouvrir la porte. Tu peux lui poser des questions et l'IA est très travaillée pour te répondre et pour des fois se foutre de ta gueule si t'es bloqué, tu vois. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une grosse référence à ces premiers jeux d'aventure dans lesquels tu tapais toutes tes commandes. Donc voilà, Event Zero, disponible. Alors je sais pas s'il est disponible sur console, mais en tout cas il est disponible sur Steam. Il est à l'heure actuelle uniquement en anglais, mais je sais qu'ils sont en train de travailler à la traduction. Là encore, les développeurs avaient été invités chez ZQSD, donc une fois de plus, je vous invite à écouter l'épisode de ZQSD dans lequel le développeur était invité. C'est pour moi, voilà, un des héritiers de toute cette époque, et puis c'est vraiment un chouette jeu, quoi. Bah écoute, tu m'as un peu hypé là, écoute. Pour finir, allez, dis-moi quel est ton point and click préféré de tous les temps. Mon point and click préféré de tous les temps, c'est Day of the Tentacle, dont le remaster est sorti l'année dernière et est de très bonne facture, C'était dans notre sélection de l'année. C'était dans notre sélection de l'année parce que l'humour, parce que l'écriture, parce que même les situations, les graphismes, la musique, tout
tout est absolument parfait pour moi. J'adore ce jeu, j'adore son intelligence, le fait que tu peux évoluer sur les 3 époques quasiment de manière très libre en fait. Il y a un moment où tu vas être bloqué quoi qu'il en soit parce que t'es obligé d'avancer dans une certaine époque pour débloquer dans l'autre, mais t'as vraiment ce sentiment de liberté où voilà, bon bah je suis bloqué à tel endroit, allez je vais passer, je suis bloqué dans le passé, je vais passer dans le futur et puis je vais voir si je peux essayer de faire un truc qui va m'aider. Moi, je n'en démords pas, je me le refais une fois par an minimum, parce que, bon, évidemment, je le torche en 1h30, parce que quand tu le connais par cœur, tu le torches en 1h30, mais c'est pour moi un chef-d'œuvre d'absurde, d'humour, c'est extrêmement drôle. Voilà, Day of the Tentacle, je ne peux que le recommander aux gens qui n'auraient jamais essayé, penchez-vous-y, c'est de la bonne. Et sur PSN, il est gratuit ce mois-ci d'ailleurs. Ah bah, encore une meilleure raison de s'y pencher, alors. Ah non, il est super. En plus, le portage est vraiment super bien fait. Et il y a la version originale dedans. Et il y a Maniac Mansion caché dans le jeu. C'est et vraiment... voilà. Enfin, parce que c'est la suite de Maniac Mansion. Et en fait, il y a un moment dans le jeu où on trouve un ordinateur. Et si on utilise l'ordinateur, ça lance Maniac Mansion. Et pour moi, mon préféré, bah écoute, moi c'est Monkey Island 2 quand même. Monkey Island 2, c'est vraiment le jeu, c'est le fusion de l'artistique et de l'écriture, quoi. Ouais. L'écriture, c'est tellement drôle. C'est le jeu le plus drôle que j'ai jamais joué de ma vie, je pense. Et vraiment, quel pied, quoi. Monkey Island 2, je crois que j'ai jamais eu, c'est dans mes jeux préférés de tous les temps, Monkey Island 2. Et je veux juste permettre, puisque c'est Super Ciné Battle un petit peu, là, Indiana Jones 4 est sorti, il existe, c'est le jeu vidéo, et tous ceux qui vous diront le contraire, tous ceux qui vous diront que Indiana Jones 4 est un film, ils vous mentiront. Donc, Indiana Jones 4, Fate of Atlantis, c'est le Indiana Jones 4 qu'on n'a jamais vraiment vu. Et il existe en jeu vidéo, et c'est le meilleur jeu d'Indiana Jones de tous les temps. D'ailleurs, à noter que c'est un jeu qui est assez dur, Indiana Jones 4, mais ouais, il est plus toujours dur. moins que le Indiana Jones 3 de LucasArts, qui lui est horriblement dur, mais le 4... Mais je l'ai finissais, moi, à l'époque, mec. Ah, moi aussi, mais je pense que maintenant, de nos jours, j'y arriverai plus, si tu veux. Mais Indiana Jones 4, il y a quelques énigmes qui sont vraiment... Enfin, tu vois, je disais des énigmes de Day of the Tentacle qui sont tordues, mais alors, le détecteur d'Orichalk d'Indiana Jones 4, je n'y arriverai jamais, je pense. Non, mais il y a des... Et oui, parce qu'il suffit pas de suivre ce qui se passe dans le film, hein. C'est beaucoup plus complexe, ouais. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour des point and click pour aujourd'hui, mais je pense qu'un jour on va en reparler. On pourra en reparler. Parce qu'il y a plein de titres qu'on n'a pas cités, hein, donc. Ouais, et puis on parle de ceux qui nous viennent comme ça, ceux qui viennent du cœur. Mais suivez nos recos, je pense que c'est un genre qu'on aime beaucoup et on va en reparler sans aucun doute dans le futur proche. Je vous hais tous au plus haut point, vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un sale gang d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, vous le savez, on balance nos recommandations. Ce qui fait bizarre de balancer des recommandations après quand même une demi-heure de recommandations de point and click, mais pourquoi pas, on va recommander quelque chose d'autre. Alors on a bien non recommandé Batman quand même. Je pense que Batman, Batman, no way. Mais surtout que on est toi comme moi des gros fans de Batman, donc la déception est proproportionnelle. Ah là, mais attends, moi je suis un Batmanologue, quoi. Pour moi, Batman c'est ma life. Et genre de voir ça, oh là là, je me suis senti insulté à ce niveau-là. Bref, bon, on lui a bien refait un deuxième trou de balle. Allez, on va passer au reco. Donc je vais commencer. L'année 2016 a été fatale à de nombreuses personnes chères à notre cœur, et parmi elles se trouve Marcel Gottlieb. Qui était donc dessinateur et auteur de bandes dessinées de renom, co-créateur du magazine Fluide Glacial. Et c'est pour ça que j'ai envie de recommander ces intégrales qui sont disponibles depuis plusieurs années maintenant déjà, notamment Cinémastock, qui était une BD que Gottlieb écrivait et qui était mise en image par Alexis, lui aussi le regrettait, mais lui ça fait beaucoup plus longtemps qu'il est mort. Oh là, Cinémastock, Alexis, oui, Cinémastock, le concept c'est de rire de films qui étaient très connus à l'époque, donc c'est quand même une BD qui a été faite dans les années 70, donc vous attendez pas à voir du Matrix ou des trucs comme ça, mais c'est extrêmement drôle. Et puis tout le travail de Gottlieb avec René Goscinny sur les Dingo dossiers, ça aussi pareil, il y a une intégrale qui est disponible, c'est un beau pavé de 400 pages qui est formidable. Et puis ensuite, quand Goscinny et Gottlieb se sont engueulés et que Gottlieb a continué tout seul, la rubrique à braque, les trucs en vrac, et il y a même un bouquin d'inédit qui est disponible. Alors je crois que c'est chez, je voudrais pas dire une connerie, donc je sais plus qui édite ça, mais en tout cas il y a des intégrales qui sont normalement assez simples à trouver,
et qui sont évidemment chaudement recommandés parce que Gottlieb, c'est de l'humour absurde extraordinaire. C'est aussi magnifiquement bien dessiné. Enfin voilà, ce type, c'était un cador, quoi. Il était formidable. Donc voilà, toutes les œuvres de Gottlieb, je les recommande chaudement. Ça fait toujours du bien par où ça passe, c'est toujours très drôle. Et puis bah voilà, repose en paix, Marcel. Je peux que plus soyer. En plus, c'était un mec absolument charmant. Et je l'ai croisé une fois, mais que j'étais tout petit et je l'ai reconnu. Et j'ai fait Monsieur Gottlieb, parce que évidemment, je disais c'est BD. Mais parce qu'il ouais, il se met en scène en plus, donc ouais. tu peux reconnaître à cause de ses dessins. C'est le génie du mec, quoi. Et je suis fasciné parce que j'ai vu beaucoup de ses planches originales lors de son expo qu'il a tenu il y a 2 ans, je pense, à Paris. Et tu voyais ces planches, il n'y a pas 1 gramme de typex. Vraiment, s'il est tellement minutieux, ce mec a été calligraphe avant, tu vois. Il a étudié la manière d'écrire, tu vois, et ça se sent dans son dessin. Et c'est vraiment tellement soigné, j'hallucine à chaque fois. Et ouais, repose en paix, Gottlieb. On t'adore pour toujours. Ouais. Moi, écoute, je vais faire un peu une reco dans l'air du temps, puisqu'en ce moment reprend la série Sherlock, et comme d'habitude avec toutes les séries, c'est toujours un peu moins bien à chaque fois. Mais Sherlock a eu ses grands moments. Vraiment, je sais qu'on en a parlé hors antenne. Il y a des super moments dans Sherlock ça dépend des épisodes, vraiment. Mais donc la nouvelle saison est pas géniale pour l'instant, mais on verra bien. Et moi je vais parler d'un bouquin dont je suis amoureux, et en fait je suis très amoureux de Sherlock. Si vous le savez pas, et si vous écoutez Super Ciné Battle, je suis amoureux des grandes figures de la culture moderne, les héros archétypes, tu vois, donc Sherlock Holmes, les héros. James Bond, Sherlock Holmes. Merde. Tu veux que je la refasse un peu? Non. Donc je suis amoureux des héros de la culture moderne, c'est-à-dire les archétypes Sherlock Holmes, James Bond, Batman maintenant, et j'adore ce qu'on peut faire avec Jean-François ces personnages. Copé. Jean-François Copé, si tu veux. Et Balkany. Ah oui. Et en fait, du coup, j'étais fan de Sherlock Holmes depuis tout petit. C'était vraiment de la littérature que je bouffais. Je bouffais ça vraiment quand j'étais marmot. Et ça, c'est un bouquin qui est sorti il y a pas si longtemps, et c'est un recueil de nouvelles écrites par David Grann. C'est un mec qui écrit au New Yorker, à New York Times. C'est une plume extraordinaire. C'est un bouquin que j'adore qui s'appelle The Devil and Sherlock Holmes. Je crois qu'il est pas sorti en français, donc et le titre reprend la première des nouvelles, qui est une histoire de Sherlock Holmes moderne, en fait, mais basée sur tous ceux qui, en fait, parce qu'il y a une différence entre les fans dans Sherlock Holmes. Il y a ceux les Sherlockiens, si vous voulez, et les Doylistes, c'est-à-dire ceux qui sont fans de l'œuvre de Conan Doyle, et ceux qui sont fans de Sherlock en tant que personnage et qui l'acceptent presque comme figure vivante et qui ayant existé. C'est vraiment une manière très différente d'appréhender le mythe. Est-ce que ces 2 factions se font une guéguerre? Non, c'est pas une faction qui se fait une guerre, mais en même temps, c'est ta manière d'y croire, en fait. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que, si tu vas à Londres, est-ce que tu vas aller à Baker Street pour voir l'endroit, quoi? Moi, j'ai fait le pèlerinage. Je suis allé à Baker Street, j'étais très déçu. Mais donc toi, tu es plus Sherlockien ou Doyliste? Moi, je suis Sherlockien à fond. D'accord. Et ce bouquin parle d'un des plus grands amateurs et critique de Sherlock Holmes, un des plus grands fans de Sherlock Holmes, et d'un mystère autour de cet homme-là. Et c'est une histoire extraordinaire. Donc, rien que pour la première nouvelle de ce recueil de nouvelles de David Grann, ça vaut largement le coup. Donc, c'est The Devil and Sherlock Holmes de David Grann. Et David Grann, c'est le mec qui a écrit The Lost City of Z, qui va être adapté en film cette année par James Gray. Donc, d'accord. Ouais, et c'est vraiment un mec qui écrit brillamment bien. Alors par contre, il faut le lire en VO, et désolé pour ça. Mais donc voilà. Et sinon, vous pouvez regarder Sherlock Holmes sur BBC, mais ça, j'ai pas besoin de faire la promo de ce truc, puisque tout le monde le regarde, moi aussi. Donc voilà. Moi non. Putain, mais t'es vraiment un anarchiste, toi. Non, mais moi j'aime pas l'écriture de Steven Moffat, donc je peux pas m'y faire. Donc voilà. Écoute, c'est pas la peine que je me l'inflige. Je peux pas te donner tort, parce que Moffat, c'est ça passe ou ça casse, et je pense que ça dépend vraiment des épisodes et de la manière de l'écrire. Mais si t'es fan de Sherlock Holmes, comme moi, c'est quoi qu'il arrive, c'est indispensable, quoi. Mais après, moi j'aime bien aussi Sherlock Holmes qui fait du wushu avec Robert Downey, quoi. Moi je prends. moi j'aime bien les Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Qui sont le premier, le deuxième, je me suis un peu endormi devant quand même.
Le deuxième, il est caricatural, quoi. Il est genre les déguisements où il se déguise en chaise, c'est pas possible, quoi. C'est Robert Downey en roue libre. Mais si tu veux voir Robert Downey en roue libre et torse nu, je pense que le deuxième Sherlock Holmes de Guy Ritchie est très bien. C'est la fin du 29e épisode d'After Eight. Quix, où peut-on te retrouver ? Alors, je suis Quix, KWYXZ sur Twitter. On peut me retrouver sur Gaming Since and FUTX, donc avec mon article sur la bande arcade, ou sur Geekzone, puisque d'ici à la publication de cet épisode, l'article sera paru sur Geekzone. Et puis sur les forums de Gamecult, voilà, en gros, entre autres, c'est à peu près là où on peut me trouver. Toi, Daniel, où peut-on te capter ? On peut me retrouver sur Twitter, KAMUI ROBOTICS. Alors, ce que les auditeurs savent pas, c'est qu'il l'a écrit, c'est sur le Google Doc, il a mis des espaces entre chaque lettre pour pas stoler, et il arrive encore à stoler sur son pseudo. Non, tu sais pourquoi ? Parce que j'ai fermé les yeux en le faisant. Tu vois, et pour moi, c'est jamais... Pourquoi te donner un handicap ? Je sais pas. Pour moi, c'est jamais automatique. Je suis pas là pour refaire la même soupe à chaque fois. Camus Robotique, c'est pas automatique. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur Gamecult donc pour dire du mal de Batman, puisque je vais le défoncer. Ah ouais, bah... on va pas spoiler la note, mais ça va pas voler haut. Non, ça va pas voler haut, mais si vous écoutez cet épisode avant de lire le test, putain, vous allez pas être, déçus. Et vous pouvez me retrouver sur le podcast voisin d'After Eight, qui est Super Ciné Battle, avec notre ami Stéphane Boulet. Et bien entendu, sur After Eight, j'en profite pour ah non, allez, je tease pas, je ferai la pub, la promo après. Ouais, tant qu'à faire, une fois que ça sera en ligne. Donc After Eight, c'est sur le site After Eight, after8.fr. On est aussi sur iTunes et sur YouTube. Et puis alors, comme c'est la première de l'année, je vais le dire une fois, merci à tous ceux qui nous laissent des commentaires sur iTunes. Ça nous permet d'aider à le référencement du podcast. Des petites étoiles. Parce qu'en fait, nous, on compte beaucoup sur le bouche à oreille. En fait, on compte sur le fait que vous allez le foutre sur votre autoradio et que tout le monde va en profiter dans la bagnole. Parce que si on se contentait que des joggers, et on vous adore les joggers, mais les joggers, vous n'êtes pas là en train de faire. Mais il faudrait que le jogger, pendant son jogging, tu sais, il court et puis il croise un autre jogger, il fait ouais, j'écoute After Eight. Ça voilà, un truc. Ouais, des t-shirts fluo, peut-être à After Eight, ça serait pas mal pour des t-shirts de jogging. Il va falloir que tu commences à faire des t-shirts de fluo de jogging que tu distribues, je sais pas, à la sortie des. La sortie des stades, j'en sais rien. Quelle bonne idée. Et donc, merci de nous laisser des commentaires positifs, parce qu'en plus, nous, on est non seulement indépendants, mais alors on est très loin de tous les circuits de distribution de podcasts. Ah, tu veux dire qu'on n'a pas d'articles complaisants dans les Inrock ? Ouais, on n'a pas ça. Non, mais même, tu sais, nous, on est ravis, on a eu Elle, After Eight, on a eu Elle. Je veux dire, c'est le premier... En fait. C'est le premier journal qui est parlé de nous. Je suis assez fier que ça soit Elle. Ouais. Parce que genre, of all things, je m'attendais pas à ça, donc je les remercie très profondément. Et donc oui, on compte pas beaucoup sur les relais médias, puisque figurez-vous que je n'ai aucun levier là-dessus. Aucun, mais alors aucun. À part mettre des t-shirts dans l'émission Gamecult, en fait, c'est le seul truc que je peux faire, vraiment. Genre, il y a rien d'autre que je puisse faire. Donc voilà. Merci de nous laisser des commentaires et de nous mettre des étoiles sur iTunes, parce que ça aide au référencement, aux gens qui sont là par hasard. Et alors le mec qui prend ce podcast par hasard et qui se dit putain, les point and... je vais découvrir ce que c'est que les point and click. J'ai une pensée j'ai toujours une pensée pour le mec dont c'est le premier podcast et qui va nous écouter là. Bon, écoute, c'est fini. Mieux vaut celui-là que le précédent, j'ai envie de dire. Le précédent, c'était quoi ? Le précédent, c'était presque un mini-zode, c'était spécial. Ah bah oui, on a juste parlé de ce qui nous est arrivé depuis le début de je pense que les point and click, c'est pas mal pour démarrer. Ouais, on voulait faire tout doux, en sachant que à la fin de la semaine, je crois qu'ils présentent la Switch, donc oui. Tu vois, on se laisse des sujets pour plus tard. On va certainement parler de Nintendo un jour ou l'autre. Ouais, je pense que Nintendo va arriver très très bientôt là. Donc on vous dit à bientôt, et pour d'autres sujets tout aussi variés, et à dans un prochain épisode, on vous embrasse. Bisous, salut. Ciao. Saying that you love me, I'm not saying anything.
Tell me, do you let them down gently? Does it only make it harder to let the feeling Et jingle. Jingle. Et c'est ta meuf qui est en train de bouffer derrière? Ouais, et donc il va falloir que je coupe plein de bruit. Ah Quand putain, il y a elle a plein de allumé le bruit. gaz et sur- tout. Et surtout quand tu... Bah ouais, quand tu parles en même temps, ça va être compliqué. Mais... Ouais, je vais me démerder. Bah tu verras bien. Sinon tu feras... Sinon tu mettras ce qu'on est en train de dire en ce moment en bonus. Ouais, voilà. Et tu t'excuses s'il te plaît. Hein. Ouais. Je m'excuse Allez, on pour y- elle avait faim. Ouais, bah attends. Ouais. Alors que moi, elle est en train de crever de faim, mais voilà. Ah, cette différence de traitement, c'est intéressant. La démocratie, mec. C'est parce que c'est moi qui fais la bouffe. Ah, c'est pour ça. saying that you love me? I'm not saying anything. How long will it take before you start to hate yourself and go straight to the arms of someone else? Not just wait till those arms belong to me. And I'm not saying that you love me. I'm not saying any. Pom 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 pom. Ah, je la garde en jingle, celle-là. De quoi? Pom 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 pom. Merde. T'es fou. Ouais. On est prêt? Ah, ouais, je suis born ready. moi. Ok, d'accord. Putain, mais tu copies tout papa aujourd'hui. Tu sais que born ready, c'est dans un Zelda qu'ils avaient réutilisé la référence. Ah ouais? Je savais pas. Ouais. Bah, écoute, j'ai aussi une Toby Gable a joué Koba le gorille dans Planète des singes l'affrontement. Ah bah voilà, tout s'explique. Attends, c'est le 2. Oh, il était pas si mal celui-là. Non, ouais, c'était le 2. C'est celui, il jouait le méchant du coup, celui qui avait les deux guns à la fois. Ouais, Ah, trop bien. celui qui a les deux guns sur son cheval. Son meilleur rôle. Bon allez, on se lance dans les jeux d'aventure. Son meilleur rôle, c'est un rôle de singe. Il y a des gens, ils arrivent pas à avoir un meilleur rôle dans leur vie. Ah bah, Gérard Butler. Putain. Ou attends, comment elle s'appelle celle que t'adores? Cara Delevingne. Non, pas Cara Delevingne. Ah, Mila Jovovich. Mila Jovovich. Est-ce qu'elle a joué un bon film un jour? Bah ouais, elle a joué dans Dazed and Confused de Richard Linklater, mais en gros, son rôle a pas tellement survécu au montage. Elle était censée avoir un plus gros rôle et elle s'est retrouvée avec un rôle minuscule après que ce soit passé sur la table de montage. Mais Ah, attends, tu il veux y a dire, des- il y a des gens. Elle s'est sur- fait Terrence Malické. En gros, il y a des gens sur Twitter qui étaient là à me défendre le 5e élément. Je fais non, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ouais, 5e élément, je trouve qu'en production design... Bon allez, c'est Le 5e élément, je défends les décors, les costumes, mais on en Ouais, le reparlera product- quand on fera notre épisode spécial Besson. La production value du 5e élément, type top, Production tout le reste, value ça va est pas du tout. Quoi. Incroyable, mais voilà. Et puis l'histoire... pff. Bon allez,